L'Assyrie, l'Empire assyrien. Ces termes vous évoquent sûrement quelque chose, sans vraiment savoir pour autant à quoi ils correspondent. Alors, ce n'est pas la première civilisation, ni le premier grand royaume, mais c'est tout de même le premier dans un domaine, et en réalité dans un paquet de domaines. C'est le premier grand empire de l'histoire, et à bien des égards. Il servira d'ailleurs de modèle aux suivants, et cette position d'éclaireur est passionnante à étudier. Le mot assyrien vient du grec, et le terme est même attribué à Hérodote, qui, déjà de son vivant, parlait d'une civilisation très lointaine. Mais malgré son ancienneté, l'Assyrie n'est pas une civilisation perdue. Pour cause, l'immense foisonnement de sources écrites. On estime à 1,5, voire 1 million le nombre de sources. Et pour beaucoup, elles ne sont même pas encore étudiées ou traduites. Cette abondance est expliquée par la nature même de la civilisation. L'un des premiers empires à cette échelle, c'est toute une administration, ce qui implique une très grande production écrite. Alors, en me basant en grande partie sur toutes ces traces, et sur le formidable travail de compilation et d'analyse de Josette Elaoui, historienne et chercheuse française, une référence mondiale d'ailleurs sur la question, j'ai construit ce documentaire, alors direction la Syrie. Partons justement de ces sources. Toute cette documentation est permise par l'habitude des Assyriens de tout écrire. Et cela, ils le tiennent de leurs ancêtres spirituels, les Sumériens. Souvent érigé comme l'une des premières civilisations, le peuple sumérien, qui s'est installé en Mésopotamie autour de 3000 ans avant Jésus-Christ, met un point de départ aux civilisations qui vont lentement se développer dans cette région. Ils ont donc transmis beaucoup de choses à leurs descendants, et notamment aux Assyriens, dont la plus importante est l'écriture cunéiforme. L'histoire de la Syrie, elle aussi, est très longue. Donc nous allons essayer de poser un petit contexte, puis nous nous concentrerons sur une période de son existence, la plus passionnante à étudier, celle qui marque d'ailleurs l'apogée, mais aussi la brutale chute de l'Empire assyrien. Nous pourrions débuter la période autour de 745 avant Jésus-Christ. Pour vous situer dans le temps, nous sommes bien après les premières civilisations et les Sumériens, et près de 500 ans après la bataille de Kadesh, qui prenait place entre les deux grands royaumes de son temps, l'Égypte et les Hittites. En ces temps reculés, la Syrie existait déjà, mais elle n'était qu'une cité-État, à l'image des nombreuses voisines qui composaient la Mésopotamie. En 745 avant Jésus-Christ, nous sommes avant l'âge d'or des cités grecques modernes, et avant l'Empire perse. Mais nous pouvons voir que certaines civilisations ont déjà rayonné. L'âge d'or égyptien et les pyramides, par exemple, sont déjà derrière nous. La Syrie va en réalité s'extirper de sa nature de cité-État en profitant d'un événement qui a chamboulé notre histoire précoce. L'arrivée du mystérieux peuple des mers. Ces hommes, à l'origine floue, ont fait chuter de nombreux royaumes, dont les superpuissances mycéennes, hittites, et ont grandement affaibli l'Égypte. Un vide immense qui est à combler, et ce vide qui se crée dans la région, la Syrie va s'y engouffrer. De nombreuses conquêtes vont rapidement transformer la modeste cité-État en un véritable empire. Ce dernier se construit autour du Tigre, le grand fleuve navigable de Mésopotamie. Il reprend les techniques d'irrigation développées par les Sumériens avant eux, et les Assyriens vont rendre toute la plaine extrêmement fertile pour favoriser leur développement. Le cœur de cette entité se dessine dans la triade de cités, Assur au sud, Ninive au nord et Arbel à l'est. Les conquêtes militaires de l'Empire vont faire rentrer dans le giron de la civilisation de nombreuses terres et nombreux peuples en très peu de temps, s'étendant à son apogée de l'Égypte à l'ouest à la Perse à l'est. Pour la première fois, Mésopotamie, Proche-Orient et Égypte sont unis dans un même ensemble politique. Et Dieu sait que de nombreux empires plus tard voudront retrouver cette unité.
Nous allons donc nous concentrer à partir de cette période d'hégémonie. Elle est particulièrement intéressante car elle est souvent montrée du doigt comme le premier empire au monde. Pour la première fois de l'histoire, nous avons un territoire aussi vaste qui s'étend sur plusieurs pays, sur plusieurs peuples. Ces derniers sont occupés sur une longue durée, ils ne sont pas juste des conquêtes temporaires ou des États clients. L'Assyrie teste pour la première fois la formule novatrice d'une puissante administration centralisée, s'appuyant sur un réseau militaire tentaculaire. En toile de fond, une idéologie se met en place, et empire oblige, une politique d'expansion permanente est l'engrenage qui doit faire tourner la machine. C'est la première fois qu'une civilisation réunit tous ces éléments, qui vont devenir les caractéristiques de tous les empires que nous avons connus par la suite. Alors, étudions comment s'en sort le premier à s'être essayé à cet exercice. Toute l'Assyrie se construit autour d'un mot, Assur. D'ailleurs, avant que les Grecs les appellent Assyriens, leurs contemporains les appelaient les gens du pays d'Assur. Ce mot désigne avant tout un dieu, le plus important du panthéon assyrien. Ce dieu guerrier est d'ailleurs souvent symbolisé par l'emblème que vous connaissez peut-être, du taureau ailé. Ce dieu se matérialise aussi dans le monde par un immense éperon rocheux que vénèrent les Assyriens, relief au bord du Tigre, qui est d'ailleurs exactement la localisation de la cité portant le même nom, Assur. La ville, et plus largement le pays, sont commandés par un roi, que l'on nomme Sharkishati, ou roi de la totalité. Car oui, les Assyriens pensaient gouverner l'entièreté du monde connu, rien que ça. Alors ce roi, que l'on peut nommer empereur avec notre vision actuelle, est spirituellement le serviteur du dieu Assur, et non une incarnation directe déifiée, comme peuvent l'être beaucoup de dirigeants de l'époque. Le monarque désigne bien souvent son successeur, et dans la majorité des cas, nous observons un système héréditaire. Mais malgré cette figure unique, vous vous doutez bien qu'un empire pareil, ça ne se gouverne pas seul. L'empereur est entouré de 7 hauts fonctionnaires, des ministres en somme, un intendant, un chef des armées, un chef des eunuques qui représente alors une partie importante de l'oligarchie du pays. Et nous retrouvons aussi ce que l'on nomme les grands. Ils sont entre 100 et 200 et représentent les hauts dignitaires de l'Empire et participent à sa gouvernance. Il faut aussi noter qu'au fil du développement de l'Empire, le gouvernement central vint scinder son territoire en plusieurs provinces, principe que tous les successeurs en la matière reprendront. Ces provinces sont gérées par un gouverneur local, à qui on demande de maintenir l'ordre, de maintenir une garnison et d'organiser la perception des tribus. Mais il n'est pas seul. Il garde constamment dans son ombre celui que l'on appelle Kepu, un homme de confiance de l'empereur qui veille à la loyauté du gouverneur et fait le lien entre les deux hommes. Mais alors, comment vit un Assyrien moyen ? Eh bien, il vit dans un monde imprégné de religion. La religion assyrienne, centrée autour du dieu Assur, mais qui comprend également les dieux des pays conquis, qui sont intégrés au panthéon au fur et à mesure. Eh bien, cette religion, elle a une vision très manichéenne du monde, et tout se décide à travers elle. Des personnes très influentes opèrent dans le royaume. Nous avons les astrologues qui lisent les signes, les devins qui écrivent les prophéties, et les exorcistes qui conjurent la magie noire et les mauvais présages. Tout le monde les consulte, régulièrement, pour mener à bien sa vie. Et l'empereur n'y coupe pas. Un rituel très original découle même de cette foi immense. Le roi, comme tous les citoyens, consulte très souvent ses astrologues et autres suivants lors de ses prises de décision. Et il arrive qu'un prophète éclairé perçoive un grand danger pour le roi. C'est alors que ce dernier peut décider le rituel dit du roi substitut. Un remplaçant est choisi pour occuper la fonction du roi pendant 100 jours, durée durant laquelle le véritable monarque se cache et se met à l'abri de cette menace perçue. Le remplaçant bénéficie de tous les avantages du roi et de sa vie, mais une fois la durée du rituel terminée, il est mis à mort. Outre cette religion omniprésente, l'Empire est très bien organisé. Nous avons des restes de recueils de droits attestant d'une justice développée,
Une grande partie de la société se base, comme vous pouvez l'imaginer, sur l'agriculture et l'élevage, tandis que l'autre moitié fait son beurre grâce au commerce. De nombreux comptoirs s'établissent au-delà de l'Empire pour exporter et importer denrées diverses et savoirs. Car oui, l'Empire assyrien n'est pas le pionnier pour rien. Leur intérêt pour l'agriculture et l'élevage les pousse à réfléchir comment améliorer ces pratiques. L'irrigation est améliorée, notamment grâce à de nombreux canaux et puits. Mais cet intérêt s'observe jusque dans les hautes sphères du gouvernement. Les différents empereurs se succédant sont avides de pouvoir, de découvertes et d'innovation. Cette véritable fascination pour le savoir va déboucher sur la construction de l'une des premières grandes bibliothèques de l'humanité. Plus de 25 000 tablettes seront gardées dans ce lieu de savoir. Elles sont également, par exemple, à l'origine des premiers parcs zoologiques, des premiers parcs botaniques. On y retrouve primates, crocodiles ou animaux exotiques, au milieu d'une diversité d'arbres inégalée. Et d'ailleurs, cette fascination pour les constructions botaniques va prendre une forme que vous connaissez sûrement, l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Ou en tout cas, si on doute de leur existence, nous sommes certains que des constructions similaires furent édifiées par les Assyriens, notamment à Ninive. Cette construction de jardins sur plusieurs étages est rendue possible grâce à un outil, celui que l'on nomme la vis d'Archimède. Et que l'on nomme bien mal d'ailleurs, car si le grec s'octroie l'invention, c'est bien des centaines d'années plus tôt, en Mésopotamie, que les Assyriens mettent en œuvre ce procédé, permettant de faire naviguer l'eau du bas vers le haut, et ainsi arroser plusieurs étages de jardins et des constructions incroyables. Et ce n'est qu'un exemple de la qualité de bâtisseurs qu'avaient les Assyriens. On peut par exemple citer le formidable palais d'Assaradon, 450 mètres de long, érigé autour d'une salle du trône peu commune. 4 immenses taureaux ailés à l'entrée, donnant sur une salle longue de 50 mètres, avant d'arriver à une plateforme haute de 5 mètres et le trône juché dessus. Donc là, on est d'accord, hein. La salle du trône de Port-Réal, c'est la chambre du petit frère à côté. Et c'est depuis des palais comme celui-ci que les différents empereurs, se succédant, gouvernent leur empire, qui, pour subvenir à ses besoins d'expansion, va souvent se confronter à ses voisins et va rentrer en guerre. Ce qui est assez incroyable, c'est que la construction de l'empire et de la civilisation assyrienne ne sont pas les seules à être pionnières. Son armée aussi. Alors que les anciens royaumes se reposaient sur des armées basées sur une noblesse, montant des chars qui étaient l'ossature de l'armée, les Assyriens vont pour la première fois faire appel en masse à leur population. On avait craint jusque-là qu'armer la populace dans une sorte de conscription était beaucoup trop dangereux pour les classes dominantes. Mais les Assyriens vont s'y tester. Leur armée se compose de masse, et ce n'est plus seulement l'affaire d'une aristocratie et de leurs hommes liges. C'est une révolution certes militaire, mais également sociale. Le peuple participe aux conquêtes, se voit attribuer une part des butins, et voit donc une tradition guerrière se développer au sein de la société, permettant aux ruralités notamment de se défendre eux-mêmes face aux bandits ou aux petites incursions de pilleurs. Cette nouvelle dimension, elle est surtout possible grâce à une découverte, celle du fer. En effet, l'Empire assyrien marque bien le basculement entre l'âge du bronze, coûteux et rare, à l'âge du fer, facile à trouver et à travailler, bon marché, et permettant donc d'armer et d'équiper de vastes armées et de standardiser l'équipement pour une population de conscrits. Les Assyriens sont les premiers à tirer pleinement parti de ce nouveau minerai. Boucliers, lances et épées se multiplient à des échelles jamais égalées pour équiper d'immenses contingents. Et même au niveau défensif, les casques et cuirasses ne sont plus réservés à l'aristocratie. De plus, la nature même de l'Empire, qui est multiethnique, permet à l'armée assyrienne de se doter de troupes spécialisées des différentes nations et d'inclure des troupes très versatiles à ses forces. L'étendue de la palette tactique et opérationnelle à la disposition de l'Assyrie, ainsi que la taille de ses armées, prouvent que presque tous les éléments des armées napoléoniennes, à l'exception de l'artillerie et de la marine bien sûr, sont pour la première fois réunis dans la machine de guerre la plus sophistiquée que le monde ait alors jamais vue. L'armée assyrienne ne se base donc plus sur les chars comme avant, mais bel et bien sur l'infanterie. Elle est organisée en binôme, comprenant un archer et un porteur de lance.
ce second étant voué à protéger le premier plutôt qu'à monter l'assaut. La tactique assyrienne repose beaucoup plus sur le tir que sur le contact. Le corps à corps est souvent réservé à la défense. L'infanterie assyrienne n'est en effet pas encore organisée au niveau d'une phalange grecque et peut donc difficilement mener des offensives structurées. Mais à défaut d'inventer la phalange, les Assyriens ont bel et bien inventé l'infanterie lourde, rien que ça. C'est dans le pas des Assyriens que naîtront les futurs hoplites et légionnaires. Et ils n'innovent pas seulement pour leurs fantassins, mais aussi en matière de cavalerie. C'est le premier peuple non stépique à réaliser la transition vers une authentique cavalerie montée. Sous-entendu, non pas des chars ou pas des fantassins montés, mais bel et bien une troupe qui combat à cheval. Les Assyriens vont adopter le cheval comme véritable arme, et bien entendu, l'arc composite qui va avec. D'ailleurs, on retrouve le système de binôme de l'infanterie dans la cavalerie. Un cavalier tire à l'arc, et l'autre tient les rênes des deux montures pour les contrôler. Progressivement, cette sorte d'écuyer va lui-même s'équiper d'une lance pour assurer la protection rapprochée du binôme, reconstituant ainsi le binôme observé à pied. On retrouve le principe de l'équipe d'un char, mais ici elle est bien moins onéreuse, plus souple, plus mobile et utilisable dans presque tous les terrains. Ce processus permet d'aligner des contingents de cavalerie jamais égalés en nombre. Et les Assyriens vont même finir par mettre au point un nouveau système de rênes et de morts permettant aux cavaliers archers de continuer à diriger leur monture tout en tirant. De leur côté, les lanciers montés s'alourdissent, avec des cuirasses notamment. Et même s'il n'est pas encore question de charger frontalement, on voit naître les débuts de notions de cavalerie légère et de cavalerie lourde. L'époque assyrienne est, comme je l'ai dit, la période de disparition de la charrerie. Mais les Assyriens vont tout de même décider de garder cette arme, à condition de l'adapter. À l'origine pensé de manière légère pour 2 hommes, le char est remplacé par un modèle beaucoup plus lourd. L'intérêt est de disposer d'une puissance de choc beaucoup plus importante et de déplacer des petits groupes de combattants très rapidement, augmentant encore une fois la palette tactique. Alors tout cela est déjà révolutionnaire, on se l'entend. Mais les Assyriens sont aussi et surtout connus pour une chose, l'art du siège. Toutes les civilisations de l'époque se construisent autour des villes, comme l'étymologie même du mot l'indique d'ailleurs. Alors rien d'étonnant à ce qu'elles constituent des objectifs majeurs dans les guerres. Faire le siège de ces cités, et si possible les prendre, reste la façon la plus directe d'obtenir la décision politico-stratégique sur son adversaire. Avant les Assyriens, on se contentait d'assiéger la ville et d'attendre que la population soit à court de vivres et d'eau. Ou, très rarement, on tentait d'escalader les murailles à l'aide d'échelles ou de rampes longues et dangereuses à construire. Confrontés à leur tour à ces problèmes, les Assyriens font preuve, comme toujours, d'une volonté sans faille et d'une étonnante ingéniosité. Ils veulent trouver un moyen de mettre un terme au siège beaucoup plus rapidement et de rendre l'option de l'assaut viable. Les ingénieurs développent donc les premières grandes machines de siège, engins gigantesques pour l'époque, tours d'assaut sur lesquels sont juchés des archers, béliers destinés à enfoncer les portes, galeries pour s'approcher des murailles et creuser des sapes. En réalité, aux yeux de leurs adversaires, c'est la capacité des Assyriens à vaincre les murailles qui les effrayait le plus, et le poussait à se rendre. On en revient encore une fois au principe de guerre psychologique. Alors bien sûr, parfois cela ne suffisait pas, comme devant Babylone, où les Assyriens durent attendre 3 longues années devant les formidables murailles de la ville. Mais l'art du siège était déjà profondément chamboulé. Bien sûr, une telle machine de guerre se devait de disposer d'une logistique formidable. Ravitaillement, équipements supplémentaires et nouveaux contingents sont fournis par les vassaux ou gouverneurs de province traversés par les armées. L'administration centrale y veille et instaure l'implémentation de dépôts de grains un peu partout dans l'Empire. Le recours au pillage est évité car il est jugé trop aléatoire. Et on observe même la création d'un corps de génie qui aménage les routes devant l'armée. Quand je vous disais qu'on avait toutes les composantes de la grande armée, chaque soldat est équipé d'outres en cuir qu'il gonfle et utilise comme bouée pour traverser les cours d'eau. Et ainsi, tout cela mis ensemble permet à l'armée, dans des conditions optimales, d'avancer d'environ 30 km par jour. C'est considérable pour l'époque. Dites-vous que cette vitesse d'armée ne sera pas dépassée avant Napoléon. Les armées rassemblent plusieurs dizaines de milliers d'hommes, tandis que l'effectif total
est un peu flou, mais si on inclut les garnisons laissées en arrière, il peut atteindre 120 000 soldats à l'apogée de l'Empire. La troupe pouvait être déployée jusqu'à 300 km de ses bases, encore un record pour l'époque qui est pulvérisé. Une lourde bureaucratie et chaîne de commandement sont à la tête des armées aux côtés de l'empereur. Cette chaîne est plutôt mal connue et j'ai eu du mal à trouver des sources dessus. Mais on connaît l'existence de sortes de maréchaux et de généraux, ainsi que plus bas des officiers qui commanderaient des groupes de 10 et de 50 hommes. Alors, tout cela nous semble aller de soi aujourd'hui, mais c'est alors un système radicalement nouveau, et les Perses copieront complètement ce modèle. Les Romains le porteront à son point d'excellence, et ainsi, l'Assyrie et son modèle d'armée influenceront tous les empires de l'histoire occidentale. Au-delà de leur guerre, j'ai très vite observé à quel point les Assyriens avaient aujourd'hui une image de conquérants féroces et sans pitié. Alors qu'en est-il vraiment ? C'est plutôt vrai, mais c'est à tempérer ou du moins à expliquer. On peut noter de nombreux événements qui en fait correspondent à une réalité. Les Assyriens inventent, alors promis c'est la dernière chose qu'ils inventent, mais ils inventent la guerre psychologique à grande échelle. Leur raisonnement est simple, privilégier la diplomatie à la guerre. Mais quand la guerre est nécessaire, il vaut mieux une action d'éclat, un acte particulièrement marquant qui déclenchera une avalanche de soumission des autres impressionnés, évitant ainsi de nombreuses batailles. Il n'est donc pas rare que les Assyriens soient particulièrement durs avec un peuple conquis ou un peuple qui se rebelle. Nous pouvons mentionner la cité de Babylone, la grande rivale historique de la Syrie, qui est complètement rasée, puis ses terres inondées pour empêcher toute reconstruction. Et cela afin de dissuader les autres grandes métropoles de se rebeller. La Bible également n'est pas très tendre avec les Assyriens, étant donné qu'ils envahissent le royaume d'Israël et de Juda, avant de déporter le peuple de certaines de ces grandes cités. Oui, déporter. Les Assyriens sont assez connus pour ce trait, et pour sûr, ils s'en vantent même dans de nombreuses fresques et gravures. Alors c'est une chose très commune de la période, mais les Assyriens vont pouvoir le mettre à exécution à de nouvelles échelles. Le but était encore une fois la psychologie. Déporter la population d'une cité pour en empêcher la rébellion. On peut même noter que parfois, des populations de deux villes aux antipodes de l'Empire étaient tout simplement inversées. Alors, les gravures montrent ces événements comme positifs, des gens heureux, relogés et insérés dans leur nouveau foyer. La réalité est en réalité bien plus souvent sombre, avec de très nombreux morts sur les longues routes désertiques. Le but étant sûrement en partie de briser la population qui est déplacée. Si on prend une autre pratique très commune de l'Antiquité, ça serait l'esclavage. Et là par contre, les Assyriens n'y sont pas du tout. L'Empire est fondé sur la notion d'Urdu, ce qui veut dire en gros serviteur. En réalité, chaque homme, chaque femme est le serviteur de la personne au-dessus, jusqu'à l'empereur qui est lui le serviteur du dieu Assur. Même les plus bas de la chaîne gardent accès au mariage, à une justice égalitaire, à la propriété. Et donc, bien sûr, nous avons des classes inférieures, comme toute société. Mais nous sommes très loin de l'aspect marchandise que sont les esclaves dans de nombreuses autres civilisations. Utilisant tout ce que nous avons décrit jusqu'alors, leur immense savoir, leur innovation, leur armée et leurs pratiques un petit peu plus sombres, l'Empire va atteindre son apogée pendant plusieurs longues décennies, avec une relative paix et des frontières étendues à leur maximum. Mais toutes bonnes choses ont une fin. On raconte que le dernier grand empereur, Assurbanipal, va disparaître. On ne sait pas si c'est pour se consacrer entièrement à l'étude plutôt qu'à la pratique du pouvoir, ou si c'est pour des raisons plus obscures. Mais ses ministres, qui vont tenter de prendre sa suite, vont devoir faire face à une avalanche d'événements. Babylone. Oui, encore elle, décidément la némésis d'Assur, veut profiter de cette période de flou pour se rebeller. Sauf que cette fois-ci, ils font appel à un peuple des steppes dont l'histoire entendra bientôt beaucoup parler, les Mèdes. À eux deux, ils balayent les armées impériales levées à la hâte jusqu'à faire tomber la capitale Assur en 614 avant Jésus-Christ. 4 ans plus tard, tombe le dernier empereur assyrien. Et ainsi s'éteint à une vitesse déconcertante le premier véritable empire de l'humanité qui aura tenu 130 ans. Ce dernier, qui s'était étendu si rapidement,
s'est vu jouer contre lui son étendue, devenue trop difficile à gérer. Le manque de butin rapporté par les conquêtes a vidé ses coffres et il n'a pu faire face à ses scissions internes. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous cette analyse. Le rapide effondrement de l'Assyrie paraît presque surréaliste, tant les Assyriens ont accompli, ont innové, tant en termes de savoir, de construction ou de système militaire. Dire que leur empreinte peut s'observer des dizaines de siècles après eux. Mais cet effondrement est bel et bien réel. Et il est pour moi une véritable leçon d'histoire. La force et la terreur ne suffisent pas à maintenir un empire. Les peuples conquis doivent, d'une manière ou d'une autre, y trouver leur compte, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas chez les Assyriens. Merci à tous de votre attention pour ce premier documentaire plutôt fourni, plutôt massif, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant d'essayer de parler de l'essentiel autour de l'Assyrie. Ce fut beaucoup de lecture pour moi, j'espère que le résultat vous plaira. Comme vous pouvez le voir, on est face à des pionniers au niveau de l'armée. L'armée assyrienne a quasiment presque tout inventé, en tout cas les fondamentaux qu'on retrouve jusqu'au XVIIIe siècle et même après. Nous avons des formidables bâtisseurs, des gens avides de savoir, et tout cela donne à un empire qui est encore aujourd'hui très méconnu, mais qui se révèle de plus en plus grâce aux nombreuses sources qui sont étudiées notamment par les Français et par les Britanniques. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver prochainement pour la suite. Je pense que l'Empire assyrien, nous en avons fait le tour, car il n'y a que très peu de sources sur leurs batailles, sur leurs conquêtes. Et donc, il est possible que dès la prochaine vidéo, nous passons à un autre peuple que les Assyriens. Sur ce, je vous souhaite à bientôt et que l'histoire soit avec vous.